Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve une nouvelle fois devant cet Amiga 600 suite à la dernière vidéo où il était tombé en marche à la fin. Mais je ne vous cacherai pas que ça n'a pas duré, puisque si j'ai pu jouer avec la machine la soirée, et bien le lendemain elle ne marchait déjà plus. Donc c'est à ce moment-là que j'ai re-regardé à nouveau le schéma. Et eh bien je me suis dit qu'il fallait changer ce condensateur céramique, hein, parce que je pensais que c'était lui le problème. Et j'en ai profité aussi pour acheter une résistance à mettre dessous pour adapter la résistance de 1 mégaohm par une plus faible. Et voici le résultat. J'ai enfin un Amiga que j'ai pu réparer pas plus tard qu'hier soir, au moment où je tourne cette vidéo, et qui fonctionne enfin à chaque fois. Et d'ailleurs son lecteur de disquette marche très bien, je ne l'ai pas touché, j'ai mis des disquettes, même des disquettes protégées comme un original, et ça fonctionne. Donc on a une machine qui est repartie. Cette vidéo, je vais la faire un peu le pendant, l'inverse d'une vidéo que j'ai fait il y a très longtemps sur Amiga 600, qui s'intitulait Quand rien ne marche sur Amiga 600. Et on va découvrir plus tard dans la vidéo pourquoi. Et vous aurez des nouvelles justement, je vous le dis tout de suite, sur cette Furia et sur cette extension mémoire. Donc on va s'intéresser aujourd'hui déjà à remonter la machine et à la rendre belle. Et puis on verra à la mettre à jour un petit peu. Donc sans plus tarder déjà, approchons-nous de la machine pour regarder comment est-ce qu'on va la rendre plus belle. Donc à tout de suite. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre à des commentaires que j'ai eus sur la précédente vidéo à propos de cet Amiga 600. Surtout un commentaire qui me disait que pourquoi je recapte cette carte mère alors que je mets des condensateurs qui ne sont plus les mêmes qu'à l'origine et que donc ça allait être un nid à panne. Bon, il faut quand même savoir que ces Amiga 600, ce ne sont pas les seules machines à avoir des composants montés en surface, des condensateurs chimiques montés en surface. C'est aussi le cas d'autres Amiga comme le 1200, la CD32, l'Amiga 4000. Et sur ces machines-là, qui datent toutes de la même époque, aux environs de 92, les condensateurs que Commodore a mis sur ces machines, c'est de la saloperie. Ces condensateurs, c'est de la mauvaise qualité. Et la question ne se pose même pas de quand ils vont couler, ils ont déjà coulé. Ils ont déjà coulé sur absolument tous les Amiga 600, tous les 1002, tous les CD32, tous les 4000. Les remplacer, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité sur ces machines-là. Après, les condensateurs qu'on remet à la place, il y a deux écoles, il y en a même trois, je dirais. On peut remettre du chinois de aussi mauvaise qualité qu'il y avait à l'époque. Et là, la machine, dans 20 ans, ce sera rebelote. Hein, les composants auront à nouveau coulé sur la carte mère. Après, on peut mettre, moi ce que je fais, c'est de l'hybride polymère. Ce sont des condensateurs dont il n'y a pas de liquide à l'intérieur, c'est solide. Donc ils ne coulent jamais et ils ont une stabilité dans le temps qui est bien supérieure à ces condensateurs-là. Ils ont une ESR basse, donc ils sont un tout petit peu plus efficaces que les condensateurs chimiques de l'époque. Et c'est un très bon remplacement. Il y a aussi le Tantal, mais le Tantal, c'est des composants qui sont chers, qui s'achètent très difficilement à l'unité. Donc il ne faut pas avoir une machine à recaper, mais plein. Et moi je trouve esthétiquement que c'est pas joli le Tantal sur une carte mère. Et dernier sujet, le Tantal, quand on sait comment on l'extrait, moi je mets pas de Tantal sur mes machines. Voilà, le deuxième commentaire c'était qui est très bien, hein, c'est que ces condensateurs ne contiennent pas de l'acide mais une base, oui, tout à fait. C'est un abus de langage, c'est une base qui va s'écouler du condensateur et attaquer la carte mère. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on la stabilise avec du vinaigre, avec des acides, pour neutraliser la base et arrêter qu'elle mange les pistes. Voilà, donc je voulais répondre à ces deux commentaires, on peut continuer. En tout premier lieu, puisque cet Amiga 600 est un Amiga 600 HD, donc il était avec un disque dur à l'intérieur que j'ai un petit peu nettoyé. Ce Prairie 120 est en fait un disque dur, un des tout premiers disques durs dans ces machines. Et c'est un 20 mégas. Donc on va le brancher, puis on va regarder si ça fonctionne.
Voilà, il est mis, il ne reste plus qu'à allumer la machine. Et elle démarre et le disque est lancé. Bon, j'ai pas mis le lecteur de disquette, donc elle patiente un petit peu en le cherchant. Et voilà, déjà, on arrive sur un menu qui nous demande entre SuperWord et le Workbench. Je pense que ce menu a été fait pour que la personne qui avait cet Amiga, elle devait utiliser SuperWord tout le temps. Et ce menu est là pour avoir plus de mémoire sous le logiciel SuperWord. Mais on va charger le Workbench. Voilà, et on a un beau Workbench coloré qui est coupé en deux parties. Alors, si on allait voir déjà dans le système, raté, Tools, je voulais un HD Toolbox, voilà, ici. Et ce qui va nous permettre de voir un petit peu la capacité de ce disque. Et de confirmer que c'est bien un Prairie qui fait 20 mégas. Et ce qui est surprenant, c'est que ce disque est fonctionnel. Donc on a une première partition qui fait 3 et 3, 6 mégas. Et une deuxième partition qui fait 14 mégas. Donc 6 et 14, on a bien 20 mégas. 20 mégas qui sont toute la capacité de ce disque. Voilà, le fameux logiciel SuperWord qui devait être l'utilisation unique de la machine. Donc on a un disque qui marche, mais je pense pas. Je pense que je vais le mettre de côté, ce disque avec son contenu, et je vais mettre quelque chose d'un peu plus contemporain, on va dire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser l'oscilloscope, parce qu'on n'en a plus besoin, et je vais approcher le clavier pour le démonter et le nettoyer. Alors, voici ce clavier. Il est quand même vachement jaune, hein. Il est, bon, bien sûr, comme toujours, c'est une machine ancienne, donc il y a un peu de saleté sur les touches. Et surtout, on voit qu'il y a beaucoup de poussière dedans. On en voit un beau tapon ici. Donc, eh bien, j'ai sorti mon matériel. Donc, je vais enlever chaque touche une par une. Bon, j'arrache la première à la main parce que elle est facile à avoir, mais je vais aller prendre un arracheur de touches. Et je vais enlever toutes les touches, trier les ressorts. Et dépeupler déjà tout le dessus pour pouvoir nettoyer les touches ainsi que le plastique noir. Et ensuite, eh bien, je m'attaquerai à démonter toutes ces petites vis pour avoir le PCB, puis aussi avoir les ressorts qui sont dessous. Et parce que je remonterai le clavier d'une manière différente sans métal pour le Retrobrite. Donc j'enlève les touches et je vous reprends. Et hop, il n'a plus de touches. Bon, rien d'exceptionnel ici, hein. Il est plein de poussière comme prévu. J'ai juste mis deux touches pour qu'on se rende compte un petit peu de la différence de couleur entre l'intérieur de la touche et son extérieur. Donc, il n'y a rien de mieux que d'en poser deux à côté pour se rendre compte un petit peu comme ces touches sont jaunes. Et pareil pour les touches blanches, c'est quand même assez flagrant le travail de Retrobrite qu'il y a à faire sur ces touches. Donc, je continue à nettoyer ça et puis je vais mettre le clavier en pièces. Et je vais vous retrouver pour parler un petit peu de Retrobrite. Le clavier est tout démonté, donc parlons un petit peu de rétro-blanchiment. Je fais trop d'anglicisme, donc on va tenter de faire autre chose. Vu que ces derniers temps, il fait toujours mauvais et qu'il n'arrête pas de pleuvoir, je me suis racheté des lampes sur Amazon. Des trucs pas chers. Bon, elles sont. Je vais la sortir, donc vous allez voir.
Elles sont grandes, elles sont assez puissantes et elles coûtent absolument rien. J'ai eu le lot de ces deux lampes pour 46 €. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que ce soit très très cher. Si je les compare à celles que j'avais avant et qui sont mortes, donc c'était ça comme lampe. On voit tout de suite qu'elles étaient plus imposantes et surtout elles ont tout un cadre en fonte, quoi, en espèce de non en alliage. Tandis que ce truc-là, je le mettrais même pas sur une balance, mais il fait même pas le quart du poids de celui-là. Par contre, il a beaucoup plus de LED, avec des petites loupes sur chaque. Donc celle-là, elle est complètement grillée, hein. Donc par contre, je vais la brancher. Et puis, je vais vous montrer un petit peu le gros problème de ces lampes UV. Voilà, elle est branchée et je ne l'ai pas tournée vers la caméra pour pas poser de problème. Et je vais l'allumer. Donc, on voit tout de suite que, bon, vous voyez peut-être pas le sigle Commodore derrière. Mais c'est flagrant, elle fonctionne. Maintenant, j'ai sorti mon mesureur de température et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, on est à 26, 27, 28, 29, 30. Je vais la laisser tourner et je vous reprends d'ici, ou pas beaucoup, hein, 4 minutes, on va dire. Voilà, je dirais que 3-4 minutes à passer. Et maintenant, vérifions ce que ça donne. Voilà. Comme on le voit, on est déjà à 53 degrés. Si je la laisse tourner encore comme ça un petit moment, elle va monter à 70 degrés. Et les LED, hein, ça supporte pas les très hautes températures, hein. Donc cette lampe Amazon que je vais éteindre. Il ne faut pas la laisser comme ça, sinon vous allez l'utiliser une fois. Je vais lui faire une petite modif, justement. Alors, je vais essayer de ne pas me brûler parce qu'elle est bouillante. Donc, puisque ça ne refroidit pas, eh ben, on va le refroidir. Donc, pour ce faire, eh ben, j'ai pris deux radiateurs d'anciens Pentium. Je vais les poser à plat comme ça. Et ensuite, avec un morceau de cintre, je vais couper deux morceaux que je vais passer dans les fentes ici pour maintenir ces deux radiateurs sur cette lampe. Donc, je fais ça et je vous retrouve. Et voilà comment j'utilise ces lampes qui coûtent 46 € la paire, donc 23 € l'unité, à la place des anciennes qui coûtaient, je crois, près de 80 € pièce. Bon, et ben ça marche. Et si on regarde un petit peu la température, voilà, on va pas trop dépasser 32-33 degrés. Et ça va rester stable à peu près à ces eaux-là. Donc ce qu'il en coûte, c'est des vieux ventilateurs, des vieux radiateurs, pardon, et un ventilateur. Donc voilà, je vais pouvoir avancer dans mon Retrobrite. Donc je projette de l'UV sur mes pièces que j'enduis comme d'habitude avec du liquide à décolorer les cheveux qui est très fort en oxygène. Donc je reviens quand j'ai un peu plus de pièces Retrobrite. Je commence avec les touches, avec la toute fin de mon eau oxygénée à 35% qui date d'avant l'interdiction. Si l'image clignote, c'est tout simplement parce que les transformateurs à découpage, l'alimentation à découpage de ces lampes est de mauvaise qualité. Et on voit donc que ça scintille. Et voici un clavier Retrobrite. Il est quand même plus beau comme ça, il n'y a pas à dire. Je suis en train de continuer justement le Retrobrite sur la caisse, toujours avec mes lampes. Donc voici une petite photo que j'ai faite un petit peu plus tôt dans la journée. J'ai changé depuis un petit peu de settings pour pouvoir faire les côtés. Mais
Je vous montrerai cette partie une fois qu'elle sera rétrobrite et on pourra toujours la comparer à la partie du bas avant que je ne termine de rétrobrite la partie du bas. Donc voilà, ça avance dans la restauration de cette machine. Je vous retrouve dans un moment quand j'ai une partie de plus de faite. Et voici un dessus d'Amiga 600 qui est entièrement rétrobrite. Il est quand même vraiment plus beau. Et pour vous montrer la différence par rapport à la dernière pièce qu'il me reste à faire, et bien voilà, il était de cette couleur-là et il est redevenu avec de sa couleur normale. Donc il ne me reste plus que cette pièce à rétrobrite. Donc je vous retrouve quand la machine est prête à être remontée. Et voici un Amiga 600 entièrement rétrobrite. J'ai terminé cette partie-là aussi, les deux côtés. Tout est bien blanc. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est la remettre dans sa boîte, cette machine. Par contre, ce que je vais faire en la mettant dans la boîte, c'est que je vais mettre un petit peu à jour la ROM de cette machine, qui est une 37300, donc qui au demeurant supporte très bien les disques durs, mais je vais le mettre un petit peu mieux. J'ai fait une ROM que je vais lui mettre, c'est une ROM de 512 kg cette fois, sauf que je lui ai fait une ROM un petit peu particulière. C'est une ROM 3.1, mais avec des librairies dedans, donc notamment tout ce qui est DOS, SCSI, graphique.librairie, plus pas mal d'autres petites librairies comme la Ramlib, la MISC et tout ça, qui ont été optimisées parce que dans cette version 3.1, ils ont été codés par Commodore en C et compilés avec un compilateur qui était, ma foi, un compilateur de l'époque, donc ça fait pas du code très optimisé. Et il y a quelqu'un, un Don Adam, un Polonais, qui a ressourcé toutes les librairies de cette ROM, quoi, une grande quantité des librairies de cette ROM, les importantes. Il les a refaites entièrement en assembleur. Et donc, on a une SCSI.library qui est plus rapide. Et surtout, dans tout ce qui est DOS.library, il y a énormément de bugs fixes. Tous les bugs de Commodore ont été réglés, en plus d'optimiser la vitesse d'exécution. Donc, c'est une ROM 3.1 qui est très bien, moi je trouve, parce qu'elle est... elle est sans bug, quoi. Tous les bugs connus ont été corrigés de cette version et elle est plus rapide, tout en assembleur. J'ai fait la version 16 bits. Hein. Il y en a aussi une version 32 bits. Et je ferai peut-être la version 32 bits une fois que j'aurai mis la Furia sur la machine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la ROM et je vais la remonter dans son boîtier. Je n'ai pas remonté entièrement la machine parce que, bien sûr, je veux l'améliorer un petit peu. J'ai encore à faire dessus. Mais j'ai remonté déjà le bas, le lecteur de disquettes, et j'ai réassemblé le clavier dans la partie supérieure. Donc, il n'y aura pas grand-chose à faire de plus. J'ai remis le shield dessous, mais je ne le remettrai pas dessus parce que, comme vous vous en doutez, quand je vais mettre la carte, ça ne tiendra pas. Si je l'ai laissé comme ça... sans extension mémoire, sans carte, sans rien pour le moment, c'est parce que vous m'avez dit que vous aimez bien quand je passais une démo enfin de vidéo. Donc je vais l'enregistrer maintenant, la démo, tant que la machine n'est pas améliorée. Maintenant qu'on a un Amiga 600 qui marche et qui est restauré, il est temps de faire des mises à jour. Donc déjà, la première que je vais faire, c'est lui mettre une extension mémoire. Il faudrait d'ailleurs aussi que je pense de mettre une pile. Je vais commencer par dire un grand merci à Greg pour m'avoir réparé cette carte mémoire, donc, qui était défectueuse la dernière fois que je l'ai essayé. Et là, je l'ai déjà testé, donc je garantis qu'elle fonctionne. Donc je vais lui mettre cette carte mémoire. Et je vais aussi lui mettre ce que j'avais prévu de mettre dans l'autre Amiga 600. C'est-à-dire que je vais lui mettre un disque dur. Bon, c'est une petite SD, micro SD dans un adaptateur avec une SD de 2 Go.
Et pour la mettre sur la machine, donc j'ai cet adaptateur qui permet de mettre la SD sur un port IDE de petite taille. Et j'ai aussi ce petit riser qui permet de mettre le port à l'horizontale. Donc je vais ouvrir la machine et on va installer ça. Alors cette carte mémoire, attention avec cette carte mémoire, hein, faut pas la brancher comme on aurait envie de la mettre comme ça, dans le même sens que les composants de l'Amiga. C'est marqué dessous que cette partie doit faire face au clavier, donc c'est comme ça qu'elle va. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'adaptateur, donc il faut repérer que la pin 1 est là, et sur la carte mère, il y a un petit 1 là, donc il va aller comme ceci, et tourner donc le disque dur par là-bas, vers le port PCMCIA. Cette chose-là, elle a aussi un petit 1 de marqué là, donc on va le faire coïncider du côté du 1. Voilà. Ensuite, on peut mettre la SD et on va aller plugger ça sur le port IDE. Et voilà, on a déjà une machine qui a un disque dur. Donc, je vais la fermer, puis on va tester déjà que ça marche, qu'on a bien 2 mégas et qu'elle démarre sur le disque dur. J'ai déjà préparé la SD avec un WinUAE, comme ça c'est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à le démarrer. Démarrons-le. Ah, on le voit, la LED du disque dur qui clignote. C'est une ROM 3.1, donc c'est normal, on a un écran noir pendant le chargement. Et voilà, on est sous le Workbench. Donc Workbench que j'ai installé avec déjà... c'est un Workbench 3.1 que j'ai installé déjà avec des outils. Pas grand chose, mais bon, par exemple, je peux ramener les fenêtres devant en double-cliquant. Si je charge une shell, j'ai l'autocomplétion avec les requesters. Donc je l'ai fait un petit peu comme j'avais fait l'Amiga 4000. Et si on regarde un petit peu le 6info, bon, je ne vais même pas faire speed parce que je sais qu'il va à la vitesse d'un 600. Par contre, je voudrais voir à combien vont les disques durs, notamment le DH0, avec la version optimisée un petit peu en assembleur de SCSI.device. Qu'est-ce que ça peut donner sur un 600? Est-ce que ça va être comme le 4000? Ouais, 609 kg, on ne peut pas dire que ça aille très vite. Et sur celui-là qui a des blocs plus gros... Ah, c'est long. C'est long, c'est long. Ouais, même pas 600 kg. Ok. Bon, 600 kg par seconde, ça fait un peu moins d'une disquette par seconde. Donc maintenant, il est temps de sortir le gros matériel pour mettre à jour cette machine. Et là, ben, c'est le deuxième gros merci à Greg. Je vous mettrai en description, quoi, je vais essayer de vous mettre en fiche ici la vidéo de Greg où il a réparé ma Furia. En fait, cette Furia que le vendeur n'a jamais voulu me reprendre, ni me rembourser, ni quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elle avait? Eh bien, le 68020 était grillé. Le 68020 était grillé et il a aussi changé le FPGA et il l'a mis à jour à la dernière version parce qu'on avait un doute sur le FPGA, mais de toute façon, le 68020 était complètement grillé tout en court-circuit. Donc, il n'y avait absolument pas moyen qu'elle marche. Donc, eh bien, je vais la monter dans la machine et je vous reprends juste après. Et la voilà montée, cette Furia. Bon, j'ai comme une impression de déjà vu. Mais je vais fermer le capot, reculer la caméra et on va démarrer la machine
en croisant les doigts. Allez, power. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Ah, ça charge sur le disque. Et pop, un workbench. Alors, si on clique sur le fond de l'écran, et bien voilà, on a nos 2 mégas de chip qui sont vraiment plus complets maintenant. Et on a 9,5 mégas de fast, dont 300, 200 sont utilisés par le workbench. Alors, une chose que je vais faire, c'est aller dans Soft, dans Sysinfo, et le relancer, le Sysinfo. Alors là, ce que je vais faire sur le Sysinfo, c'est que je vais faire speed. Ah ben, c'est appréciable, il a fait x12 en vitesse. Et on voit que on a bien un 68000 EC20, donc un 68020, je ne sais même pas ce qu'il a en moins qu'un normal. Et qu'on a le 68882, on a un FPU. Voilà, j'ai mis une pile, il m'a toujours pas trouvé la cloque, donc il faut que je regarde ça. Et pour les disques durs, il devrait y avoir du changement. Alors, testons ce disque. Oui, voilà, on était à 600, on a quasiment doublé. Quasiment doublé la vitesse du disque dur. Donc on a maintenant une machine qui marche bien. Donc essayons de faire un petit peu ce que cette machine est prévue pour faire. J'ai installé pas mal de jeux WHD Load et WHD Load. Alors, est-ce que ça marche? J'en ai profité pour faire les icônes aussi, malgré que j'ai pas l'icône lib, parce qu'elle ne tient pas dans la ROM. Mais il y a moyen de faire les icônes pour qu'ils s'affichent sans l'icône lib. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Ah oui, il faut peut-être bien brancher une manette pour pouvoir avancer. Voici donc un Amiga 600 réparé, restauré et amélioré. Une belle machine pour faire du WHD Load parce qu'on peut facilement la mettre dans son sac. Reste à trouver un écran qui soit compatible. Donc moi ce sera tout pour cette semaine. Je vous dis portez-vous bien. Et je vous laisse avec une démo sur la machine sans toute cette upgrade, comme je vous avais prévenu tout à l'heure. A bientôt. Je vais vous passer une démo qui est passée à la révision 2023. Elle a fini 3e dans la catégorie ECS, OCS. C'est Oxygen Cyclope.